Uzès était une ville-centre. Elle commandait un espace qui dépassait largement son propre territoire. On en a la preuve quand on se rend compte que les salaires horaires et le nombre des heures travaillées en fonction des saisons des travailleurs de terre étaient fixés par les consuls d'Uzès et que cette réglementation s'appliquait aux villages alentours. Cette domination était économique aussi puisqu'Uzès était un centre de consommation où les paysans des environs pouvaient espérer se procurer là des espèces sonnantes pour pouvoir s'acquitter de leur quote-part des impôts, que ce soit la taille royale ou la capitation, si nous parlons du XVIIIe siècle. Une autre forme de la domination d'Uzès est plus originale. Comme toutes les villes, Uzès est au Moyen Âge et à l'époque moderne un lieu d'accumulation du capital. Les prix sont élevés, et notamment ceux du foncier. À la recherche de ce qui fut le placement majeur jusqu'à la fin du XIXe siècle, la terre, les Uzéciens, dotés de capitaux, cherchèrent à les placer dans la terre. Mais n'en trouvant pas toujours à Uzès, ou fuyant les prix prohibitifs de la ville, ils en achetèrent dans les terroirs contigus à leur territoire, dans les villages alentours immédiats de la ville. C'était une manière capitalistique d'agrandir le territoire d'Uzès malgré l'intangibilité des frontières communautaires ou communales, pour utiliser un vocable contemporain. Cette intrusion des propriétaires d'Uzès sur les territoires voisins eut des répercussions sur ces derniers. D'abord, elle était mal vue par bon nombre d'habitants qui voyaient là comme une spoliation. Ensuite, cette intrusion obligea un remodelage des sentiers qui souvent terminaient en cul-de-sac à l'approche des frontières de villages. Il fallut assurer une continuité que seul le temps long permit d'accomplir. Mais plus important pour notre propos, cet apport d'argent dans les bourses paysannes des petits villages où s'inséraient les gens d'Uzès fut également principalement réinvesti dans la terre, même si on voit apparaître des placements dans les filatures chez les gros paysans à la fin du XVIIIe siècle. Mais comme la pression foncière n'était pas moindre sur ces territoires que sur celui d'Uzès, il fallait là aussi se retourner vers les villages voisins pour pouvoir investir. Et ainsi de suite, on voit se reporter cet investissement de village en village. On voit donc les villageois de Saint-Maximin s'approprier des terres à Colias, dans un quartier jouxtant leur propre territoire. On voit ceux de Colias faire de même à Vers-Pont-du-Gard, etc., etc., etc. Les géographes mobilisent là la théorie des dominos pour caractériser le phénomène. Mais ce que nous n'avons pas expliqué, c'est pourquoi les gens de telle ou telle localité trouvent à acheter dans la localité voisine plutôt que dans la leur. L'explication est simple. L'organisation des terroirs dans les villages est concentrique. Plus les terres sont éloignées du village, moins elles sont chères. Von Thunen avait développé un modèle explicatif lié à la distance au marché, auquel il faut ajouter la capacité de surveillance. On comprend qu'à une époque où les moyens de transport sont lents, l'éloignement d'une parcelle rendait son accès et son contrôle difficile. Ces terres éloignées étaient donc moins chères à l'achat. Voilà qui explique pourquoi les voisins ont pu se les payer et pourquoi on a pu les vendre. D'ailleurs, si l'on regarde bien les zones où les propriétaires forains entendaient les étrangers au village, étaient les plus nombreux, ces zones se situent parfois plus près du centre villageois des acheteurs. On notera pour finir qu'Uzès échappait pour une large part au modèle concentrique. La présence de nombreuses masses et l'accumulation capitaliste citadine passaient outre les déterminants qui pesaient sur les villages paysans.